Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 10 de Dragon Ball Kakumai. Et les amis, quel masterclass! C'était incroyable ce chapitre, ce combat entre Vegeta et le roi Sadala, ça m'a donné des frissons, c'était incroyable! Enfin, ça m'a fait un peu de nostalgie par rapport à Dragon Ball, c'était super bien fait, il y a du développement de personnages, on est en même temps sur du divin, ça respecte en même temps Dragon Ball Super et en même temps ça te respecte aussi Dragon Ball. T'as le développement du lore, du passé de Vegeta qui reflète sur celui du roi Sadala. C'était un truc incroyable les amis. Oh là là. Mais bref, on va analyser ça tranquillement. Mais pour cette review, on va commencer par le début. Déjà, Beerus qui arrive pour aller voir son père. Et donc, il arrive, mais c'est par rapport à Champa. Les deux sont déjà devant le sarcophage, voilà. Mais tu as cette ambiance un peu égyptienne, vous voyez. Tu sais, déjà la statuette d'une sorte de harpie, tu vois, une espèce de chimère, moitié humaine, moitié, je sais pas, oiseau. Et déjà, tu es déjà dans l'ambiance parce que tu sais, elle tape la pose mode de profil comme les Égyptiens, comme ça, là. C'était déjà stylé. Et après, tu avais ce fameux tombeau où était enterré son père. Et on sait très bien qu'en Égypte, tu vois, quand il y a les morts, eh ben, ils sont plus ou moins momifiés, puis mis dans ces sarcophages. Et là, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que son père va se relever, puisqu'on a vu Vermouth qui était vraiment momifié, mais qui finalement a pu se relever. Bon, ça me surprendrait. Je ne sais pas comment il est mort son père, mais s'il a fait une passation d'immortalité, le mec doit être ultra vieux, donc normalement il ne peut pas survivre autant de temps parce qu'on a vu que Vermouth était devenu tout mince et amaigri par rapport au temps. Donc s'il n'y a pas un ange pour l'aider à survivre, normalement il est mort et enterré. Donc je pense que en vrai, Beerus et Champa vont s'entraîner tous les deux ensemble, mais il se peut que, on ne sait jamais, ils vont peut-être ressusciter le père ou je ne sais pas quoi, mais faut voir la suite. Ensuite, on a Goten et Trunks qui s'entraînent dans cette zone, cette dimension avec Whis, et ça rappelle un peu cette fameuse dimension où Goku et Vegeta se sont entraînés pour acquérir le Super Saiyan Blue. Donc, ok, sauf que on ne nous a jamais dit comment ils ont fait pour acquérir cette nouvelle transformation. Et là, par rapport à l'entraînement de Goten et Trunks, ils disent on va faire comme nos parents. Alors, est-ce que Goku et Vegeta ont subi le même entraînement? En tout cas, le coup la sphère d'énergie pure ou je ne sais quoi, qui doivent l'absorber et contenir les dégâts, ça faisait un peu référence à One Piece avec Kuma, tu vois, qui demande à Zoro d'absorber tous les dégâts. Bon, un petit fan service, une petite référence comme ça. On sait que dans Dragon Ball Kakumai, il y a quelques petites références comme l'Athéna exclamation qu'on a vu un peu dans le chapitre d'avant. C'est sympa, c'est cool. Après, on attend de voir ce que ça va donner. Parce que là, ils nous ont hypé un peu en nous disant Goten et Trunks, voilà, vous allez acquérir du pouvoir divin. Donc on aura peut-être du Goten et Trunks Super Saiyan God, voire Super Saiyan Blue. Et peut-être que on peut aller plus loin. Allez, on va ambitionner l'Ultra Instinct, même si j'y crois pas trop. On ne sait jamais. Mais bon, ils partent vraiment de très loin. Mais on sait que les deux, voilà, ils peuvent aller très loin. On a vu que Gotenks, une fois fusionné, puisque la première étape de leur entraînement, c'était d'entraîner la fusion, la synchronisation, était capable d'atteindre le SSJ3, alors que Goku venait à peine d'atteindre le SSJ3. Ils peuvent rattraper facilement. Goten et Trunks sont des génies en réalité. Ils sont petits, mais là ils ont en plus grandi. Ils peuvent rattraper très rapidement. Bon, on va passer donc dans la fameuse planète Sadala de l'univers 6 que tout le monde attend. Ce fameux lore développé des origines Saiyan, c'est magnifique. On avait déjà cette histoire par rapport au roi Vegeta qui interdit les Saiyans de se transformer en Super Saiyan. On ne sait pas pourquoi, mais là, on voit Caulifla, Kefla, KB, Broly qui s'entraînent dans leur coin avec Vegeta. Les mecs n'hésitent pas à se transformer en Super Saiyan, donc ils y vont. Voilà. Et même, on peut entreapercevoir une Caulifla avec des cheveux longs. Ça y est, sa nouvelle transformation, c'est certainement le SSJ3. Comme promis dans l'animé de Dragon Ball Super où elle affronte Goku. Et ça, c'est sympa. C'est sympa. Ils ont remarqué ce petit passage où Goku leur apprend le Super Saiyan 3. Caulifla et KB ont pu admirer cette transformation.
Donc ça ne me surprend pas que Caulifla finalement réussisse à se transformer en SCJ3. Par contre, si on se rappelle bien, ils avaient fusionné en mode Kefla. Donc dans l'animé, en Kefla, on se rappelle qu'ils étaient en Super Saiyan 2, full power maîtrisé, donc cheveux verts avec électricité. Mais à ce moment-là, elles n'arrêtaient pas de narguer Goku qui était à un moment donné en Super Saiyan Blue. Tu ne serais pas content de me voir me transformer aussi en Super Saiyan Blue? Donc on nous vend aussi un peu du Super Saiyan Blue. Donc je pense que si jamais Goten et Trunks atteignent le pouvoir divin, le SSJ Blue, moi je dis que Caulifla d'abord et Kale devraient l'atteindre et même devraient passer en mode Kefla SSJ Blue comme annoncé lors de l'animé. Est-ce que ça va se passer? Moi je pense que oui. Je pense que ça fait partie du programme de Dragon Ball Kakumai. Mais bon, on va passer à ce qui était le plus impressionnant, le plus important dans ce chapitre. C'est le fameux combat Vegeta contre le roi Sadala. Et le plus fort, c'est que ça raconte vraiment quelque chose. Ça raconte un truc de fou, les amis. Vous savez quoi? Déjà, on a pu constater, donc après il faut connaître un peu Dragon Ball, mais il y a pas mal de passages lors de ce combat où c'est les mêmes coups qui rappellent Goku contre Vegeta. Mais Vegeta, Majin Vegeta, dans l'arc bout. Oui, quand il avait le M, c'était ce fameux combat entre Goku hyper serré. C'était d'une intensité incroyable, ça a libéré Boo, dégagement d'énergie incroyable, SSJ2 contre SSJ2, vraiment l'un des meilleurs combats de Dragon Ball. Mais pourquoi il y avait ce combat? Ce qui est super important, c'est que en fait Vegeta était, on va dire, un peu coupable. Il culpabilisait un peu de son passé, c'est-à-dire qu'il hésitait encore entre son ancienne vie Saiyan, de Saiyan vraiment sanguinaire, sans aucune pitié, qui tue tout le monde, et il hésitait encore par rapport à la vie qu'il avait adoptée sur Terre. Donc c'était vraiment à ce moment-là un grand passage où il était encore en train d'hésiter par rapport à ses origines passées, à toutes les erreurs qu'il avait fait dans le passé, ses fautes. Il était plus ou moins en train d'expier ses fautes, et à la fin de ce combat, finalement il achève Goku, il l'assomme, mais contre Boo, enfin du moins quand il assomme Goku pour aller chercher Boo, il réalise que ça y est, ça c'était du passé, j'abandonne toutes mes fautes, je suis prêt à me sacrifier pour ma nouvelle vie, pour mon fils Trunks, pour ma femme Vegeta. Voilà, il avait fait le grand pas, on va dire, la grosse évolution de Vegeta. Il a mis un trait sur son passé, il avait évolué. Et c'était ça le message par rapport à ce combat, par rapport à Goku. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que tu as ce fameux parallélisme entre ce fameux combat entre Vegeta et le roi Sadala qui faisait vraiment écho par rapport au combat Goku et Vegeta qui était toujours aussi intense, avec quelques scènes en plus où tu as les fameux chiffres avec Vegeta à la fin qui arrivent et qui apparemment, je pense que ça a voulu dire ça, provoquer le roi Sadala jusqu'à le faire se transformer. Et puis au final, le roi Sadala qui ne parvient pas à se transformer parce qu'il a peur que tout explose et que ce sera une boucherie. Et c'est là que c'est super intéressant, la fin t'as Vegeta qui tend la main vers le roi Sadala, et c'est ça le reflet par rapport à ce parallélisme du combat par rapport à Vegeta contre Goku. C'était une sorte de rédemption, un trait par rapport à son passé, et là tu as vraiment une figure de style qu'on appelle la mise en abîme. Donc c'est Vegeta qui voit son propre passé avant. Et donc il tend la main vers lui, tel Goku avait tendu la main vers lui, vers le roi Sadala. Et ça c'est beau, ce moment incroyable. Tu te remémores forcément le fameux combat de Goku contre Vegeta, et tu vois que Vegeta a tellement évolué que c'est à son tour à lui de tendre la main vers les autres pour corriger un peu le passé qu'il avait, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, Vegeta qui avait fait sa rédemption, et là, il aide les autres à faire la même rédemption. Et ça, c'est beau, parce qu'au final, Vegeta n'est pas qu'un simple prince Saiyan d'un autre univers. Grâce à toute son expérience, il arrive et il fait évoluer le monde Saiyan de l'univers 6 par rapport à sa propre expérience, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans Dragon Ball. Et ça, c'est magnifique, les amis. Donc vraiment, masterclass pour ça. Combat impressionnant, intensif et plein de sens, plein de significations, figures de style en termes
de côté artistique, c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai rien à dire. Masterclass. Après, voilà, on arrive sur la fin avec un Hercule Satan qui essaye d'apprendre à voler. Ça aussi, c'est beau. Voilà, moi j'attends quelque chose par rapport à Hercule Satan. Mais je rappelle que dans Dragon Ball, il y avait toujours des personnages random qui faisaient des passes décisives comme Hercule Satan. C'était grâce à lui qu'il y avait le Genki-Dama à la fin contre Kid Buu. Mais voilà, si je devais faire une prédiction par rapport à la fin, parce que finalement ce chapitre se termine avec une sorte d'explosion et on voit que finalement la guerre va bientôt, qui va bientôt commencer, hein, puisque si l'univers 0 est débloqué, dégelé, c'est bon, il y a les monstres qui débarquent, donc apparemment tout le monde a fini leur entraînement plus ou moins, mais il y aura une grande guerre qui s'annonce et du coup il y aura de la belle bataille je pense, donc ça y est, le moment où tout le monde attendait... voilà, ça va commencer, la guerre va commencer. Donc moi j'ai hâte d'être à ce moment. Mais par contre, si je devais faire une prédiction par rapport à la fin, ouais, je visualise déjà la fin. C'est un truc de ouf. Je pars sur une prédiction. Je pense que si on reste dans le côté Toriyamesque, je pense que la fin idéale, ça devrait finir en Genki-Dama. Parce que Dragon Ball, ça a fini en Genki-Dama contre Kid Buu. Et dans Dragon Ball GT, ça a fini en Genki-Dama contre... Lee Chiron. Mais la différence, c'est que dans Dragon Ball, c'était que la partie terrienne. Ça se passait que un Genki-Dama où c'était toute la Terre qui était investie. Là, dans Dragon Ball GT, c'était l'univers. Et là, en fait, dans Dragon Ball Super, ce serait tous les univers qui devraient fournir l'énergie pour Goku. Donc, je pense que Goku, à la fin, va se libérer pour faire ce fameux Genki-Dama final. Pour moi, ça ne peut que finir comme ça. Mais il faut toujours quelqu'un de random auquel on ne s'attend pas, qui fasse comment dire, vibrer le cœur des gens. Et moi, je pense que normalement, quand tu étais dans Dragon Ball, c'était Hercule Satan. C'était un peu le truc comique et à la fois qui était juste parce qu'on te l'introduisait depuis un moment et que ça faisait ouais, ça te faisait repenser à tous ces moments avec Hercule Satan. Tu as toute cette nostalgie aussi qui te fait marrer. Et c'était vraiment bien foutu dans Dragon Ball. Dans GT, c'était un peu moins bien amené, mais ça te rappelle les aventures de Goku. Ça passe. Mais là, je dis un gros truc de prédiction et j'espère qu'ils vont peut-être faire ça, on verra. Mais le truc incroyable, ce serait que, comme personnage random, ce soit Ribrianne qui fasse un appel à tous les univers et que tous les univers se rappellent d'elle lors du tournoi du pouvoir, parce que c'était émouvant quand même, avec leur petite lumière comme ça. Oh, elle représente l'amour, elle est tellement belle et tout, et ce serait un symbole incroyable si c'est grâce à Ribrianne que Goku finalement réalise le Super Genki-Dama de tous les univers. Moi, je trouverais ça drôle et qui finalement achève, je sais pas, la mère des anges avec ce Genki-Dama. Mais enfin bref, c'est une prédiction, voilà. Ça, il y aurait un petit côté voilà, parallélisme par rapport à Dragon Ball GT et pour terminer, tu vois, là, normalement c'est une suite de Dragon Ball Super. Ce serait bien clôturer le truc, mais on est dans Dragon Ball Kakumai, je ne suis pas l'auteur, c'est eux qui font le scénario. Donc voilà les amis, en tout cas ce chapitre 10, il m'a fait vibrer, c'était incroyable, c'était une masterclass. Voilà, scénaristiquement, artistiquement, le fait que Vegeta combatte le roi Sadala et qu'on mette les scènes de ce fameux Goku contre Vegeta et toute cette symbolique derrière, ce développement de personnage à la fois de Vegeta et du roi Sadala, et en plus c'est par rapport au Saiyan, tu sens qu'il y a une fierté Saiyan, et en plus c'est le prince et le roi. T'as toute cette symbolique derrière, oh, c'est trop beau, c'était magnifique. Franchement, c'est ce qu'on attendait d'un Dragon Ball, d'une suite. Voilà, on n'aura pas un truc aussi puissant pour l'instant dans Dragon Ball Super. Franchement, la Kakumai, ils ont tapé vraiment très fort, je trouve. Donc voilà, les amis, voici ma review, et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao.